Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 4 mars. Un jeune Palestinien tombe en martyr, victime des balles des forces de l'occupation sioniste dans la ville de Jenin en Cisjordanie où les forces de l'occupation poursuivent leur agression. Les forces de l'entité sioniste continuent de violer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza où un Palestinien est tombé en martyr à Deir el-Balah. Les ministres des Affaires étrangères d'Algérie, de Tunisie et de Libye tiennent une réunion tripartite au Caire avant le début des travaux de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet. Le président américain Donald Trump décide de suspendre l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine, une décision qualifiée par Moscou de meilleure contribution aux efforts de paix. Et puis la Commission européenne dévoile un plan pour réarmer l'Europe qui ambitionne de mobiliser près de 800 milliards d'euros pour sa défense et fournir une aide immédiate à l'Ukraine. Bonsoir à tous. Un jeune Palestinien est tombé en martyr ce mardi sous les balles des forces de l'occupation sioniste dans la ville de Jenin, en Cisjordanie occupée. Le jeune Djihad Alawan a été blessé à la jambe avant de tomber en martyr en se vidant de son sang. Les forces de l'occupation, appuyées par des bulldozers, ont pris d'assaut le quartier est de Jenin et ont détruit plusieurs de ses rues, tandis que des habitants ont reçu des ordres d'évacuation. Et les forces de l'occupation sioniste ont poursuivi ce mardi leur agression contre la ville de Jenin et son camp en Cisjordanie occupée pour le 43e jour consécutif, faisant 28 martyrs et des dizaines de blessés. Les forces de l'occupation y ont fermé des rues et obligé les civils palestiniens du quartier Est à évacuer leurs maisons, coupant en outre l'électricité à certaines parties de Jenin. Par ailleurs, les forces de l'occupation sioniste ont arrêté au moins 20 Palestiniens, dont des enfants, une prisonnière libérée lors du dernier échange et d'anciens prisonniers au cours d'une incursion à grande échelle en Cisjordanie occupée dans la nuit d'hier. Les arrestations ont eu lieu dans les gouvernorats d'El Khalil, Ramallah, Naplouse, Beit Lahm, Qalqilia et Salfit. Et dans la bande de Gaza, un Palestinien est tombé en martyr après avoir succombé à des blessures par balles infligées par les forces de l'entité sioniste à l'est de la ville de Deir el-Balah, au centre de l'enclave palestinienne. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a accusé l'entité sioniste d'avoir commis des centaines de violations de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza au cours de la première phase, mettant en garde contre la tentative de l'occupation de se cacher derrière la position américaine afin de reprendre l'agression après la fin de la première phase de l'accord. Au volet humanitaire, l'UNICEF a averti que l'obstruction par l'entité sioniste de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza aurait des conséquences dévastatrices pour les enfants. L'organisation onusienne a rappelé à cet égard que les conséquences de cette décision étaient déjà visibles, notamment chez les nouveau-nés, dont 7 sont morts d'hypothermie au cours de la semaine dernière, privés de vêtements et de couvertures suffisamment chauds. Suspendre l'accès à l'entrée de l'aide à Gaza a sérieusement impacté le travail des organisations humanitaires. En ce mois de Ramadan, les bénévoles de la soupe populaire peinent à prêter assistance à une population démunie, livrée à elle-même. Amal Amzian Zitouni. Grands et petits sont rassemblés autour de cette cuisine caritative à Khan Younes.
Chacun de ces razaouis tend son récipient pour avoir de la soupe populaire cuisinée par des bénévoles. Abou Omar, l'un des organisateurs de la cuisine caritative, exprime son inquiétude après que l'entité sioniste a imposé un blocus total sur l'enclave détruite. L'administration de la cuisine a préparé un plan pour le mois de Ramadan. La fermeture des points de passage a conduit à la déstabilisation, à la perturbation de tous les plans que l'administration de la cuisine avait élaborés. Le premier jour du Ramadan, nous avons servi environ 1200 à 1400 portions de viande et de riz, mais la fermeture des points de passage et la non-disponibilité des marchandises sur les marchés nous ont amenés à servir aujourd'hui de la mujadara, qui est un plat de riz et de lentilles et de la soupe. L'entité sioniste a bloqué l'entrée des camions d'aide humanitaire à Gaza dimanche 2 mars, alors que l'impasse autour de la trêve qui a mis fin au génocide au cours des 6 dernières semaines est imposée. Les organisateurs des cuisines caritatives souhaitent que les points de passage soient réouverts. Tous les ravitaillements nous parviennent par les points de passage. La nourriture et les boissons y sont acheminées. Nous souhaitons que les points de passage restent ouverts quotidiennement et en continu afin de fournir de la nourriture et des repas aux gens. La cuisine de Aïcha fournit 1200 repas par jour, ce qui est conséquent. La première phase d'un cessez-le-feu entre l'entité sioniste et le Hamas, qui a débuté en janvier, s'est terminée ce week-end sans accord sur la suite des événements. Le Hamas a déclaré qu'une deuxième phase convenue devait maintenant commencer, conduisant à un retrait sioniste permanent et à la fin du génocide. L'entité sioniste a proposé à la place une prolongation temporaire jusqu'à avril, le Hamas s'engageant à libérer davantage de détenus en échange de détenus palestiniens, sans pour autant engager de discussion immédiate sur l'avenir de Gaza. Et justement, les différents défis auxquels fait face la cause palestinienne à la lumière des conclusions attendues du sommet arabe au Caire ont été évoqués lors d'un entretien entre le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, et son homologue tunisien, Mohamed Ali Nafti. Et le gouvernement libyen d'union nationale a démenti les allégations selon lesquelles la Libye accueillerait des réfugiés palestiniens, contredisant ainsi un rapport publié par la plateforme American Thinker, tout en réitérant la position ferme de la Libye en faveur de la cause palestinienne et des droits du peuple palestinien. Dans l'actualité aussi, les forces de l'entité sioniste ont mené ce mardi une frappe aérienne contre la région de Sour, dans le sud du Liban, où un cessez-le-feu est en vigueur depuis fin novembre, faisant un martyr. Cette nouvelle attaque est survenue alors qu'un cessez-le-feu est entré en vigueur, je vous le rappelle, le 27 novembre dernier, après plus d'un an d'agression sioniste contre le Liban. Je vous en parlais en titre, une réunion tripartite regroupant l'Algérie, la Tunisie et la Libye s'est tenue ce mardi au Caire, et ce, avant le début des travaux de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet. La réunion a regroupé le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, avec ses homologues tunisiens, Mohamed Ali Nafti, et libyen, Tahar Al-Baour. La réunion a été consacrée à l'examen des progrès réalisés dans la mise en œuvre des résultats de la précédente réunion tripartite qui s'est tenue en avril dernier en Tunisie. Les trois ministres ont également abordé les préparatifs liés à l'organisation du prochain sommet tripartite prévu dans la capitale libyenne Tripoli, où ils ont convenu des étapes et des dispositions les plus importantes pour assurer le succès de cet événement important.
Et avant sa participation au sommet arabe, Ahmed Attaf s'est entretenu également au Caire avec son homologue mauritanien Mohamed Salem Ould Merzoug. À cette occasion, les deux ministres ont discuté d'un certain nombre de questions liées au renforcement de la coopération bilatérale. Ils ont également échangé les vues sur des questions politiques d'intérêt commun sur les plans régional et international. Toujours dans l'actualité africaine, le groupe de Genève de soutien au Sahara occidental a mis en garde hier contre toute décision unilatérale visant à reconnaître une situation illégale résultant de la violation du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, affirmant que le déni de ce droit constituait une grave violation des droits de l'homme. Un avertissement lancé par le groupe dans une déclaration lue en son nom par une représentante de la Tanzanie devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Le groupe a dénoncé par ailleurs le manque d'accès persistant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Sahara occidental occupé. L'armée soudanaise a annoncé avoir repris le contrôle de sites stratégiques à l'est de la capitale Khartoum, dans le centre du Soudan, et ce après des combats avec les forces de soutien rapide. L'armée soudanaise a révélé, ou plutôt relevé, que ses forces avaient avancé sur l'axe du Nil oriental, prenant le contrôle des sites stratégiques les plus importants et avaient imposé un large contrôle sur le gouvernorat du Grand Nil bleu oriental. Des familles de l'Est de la République démocratique du Congo ont enterré ce mardi les victimes d'un attentat meurtrier qui a tué au moins 13 personnes à Bukavu. Les proches des victimes multiplient les appels en vue d'assurer la paix et la sécurité. Il y a eu 17 morts. Sur place, on avait enregistré 11 morts, mais d'autres ont trouvé la mort à l'hôpital. Et aujourd'hui, on va enterrer 12 personnes parce que d'autres corps étaient déjà enterrés. Et les autres sont encore à l'hôpital en train de suivre le soin. Après le départ de toutes les autorités, ces malfrats se sont livrés, se sont donné le courage et le luxe en posant un acte lâche en larguant les bombes à la population. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici, parce que vous voyez que le monde devant les honorer, ce sont nos frères. Et nous venons ici juste pour les accompagner dans les obsèques, afin qu'on puisse organiser ces obsèques qui sont respectueuses et surtout avec dignité. C'est pourquoi nous sommes ici. Et toujours en RDC, dans les localités situées sur la route Goma-Bukavu, les déplacés démunis qui avaient fui les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 n'ont plus d'autre choix que de retourner dans leur maison transformée en ruine. Souhila Kilal. Après avoir fui les violences au sud Kivu et s'être réfugiés à Goma, des milliers de déplacés congolais ont fini par retourner dans leur village, sur les ruines de leurs maisons, partiellement endommagées pour certaines et complètement détruites pour d'autres. Des villages où il est quasiment plus possible de vivre, mais à choisir entre la peste et le choléra, comme dit l'expression, ces déplacés ont fait leur choix. Nous avons fui et avons trouvé refuge dans les camps de déplacés de Mugunga à Goma. Maintenant, quand on nous a obligés à quitter le camp, nous avons trouvé notre maison partiellement détruite par des bombes. On avait fui la guerre et trouvé refuge à Goma. Mais la même chose qu'on a fui nous a retrouvés à Goma et on a décidé de rentrer ici. Et maintenant, il y a une petite accalmie. On n'entend plus de coups de feu, mais c'est la faim qui va nous tuer, on dirait. Les violences qui secouent l'est de la RDC depuis des semaines, poussant des milliers de personnes à partir de chez elles, ont eu des répercussions sur la situation humanitaire des populations. Les combats entre l'armée congolaise et le groupe M23 ont mené à la destruction des habitations, des terres agricoles et des équipements publics. Résultat des courses, la population civile se retrouve démunie, sans toit, sans argent, sans travail et sans rien à manger.
Avant, le marché fermait à 19h et même à 20h. Mais aujourd'hui, on ferme à 16h ou 17h parce que nous avons peur. On ferme assez tôt pour rentrer vite à la maison. On pense que si on rentre quand il fait nuit, on risque de rencontrer quelqu'un qui va nous faire du mal. Je ne sais pas vraiment si la population peut vivre dans ces conditions parce que c'est la souffrance. Le 1,23 nous oblige à cultiver la terre alors que nous, les jeunes, on a des petits commerces. Du coup, le temps qu'on devait employer à travailler sur nos petits commerces, le 1,23 nous le prend pour aller faire leur corvée. Dans les régions où le M23 gagne du terrain et impose son contrôle, les populations se retrouvent prises en otage, subissent le diktat et voient leurs activités économiques réduites à néant. Même si la vie reprend petit à petit ses droits, la situation socio-économique se dégrade de manière palpable. Je vous disais en titre, le président américain a mis sa menace à exécution. Donald Trump a décidé de suspendre l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine. Cette décision intervient quelques jours après l'altercation devant les caméras entre le président américain et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche et 2 semaines après l'entretien téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Washington reproche notamment à l'Ukraine de n'être pas assez reconnaissante envers les États-Unis, qui lui ont fourni une aide massive pour sa défense face à la Russie. Et dans sa réaction, le Kremlin a indiqué que la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine serait la meilleure contribution aux efforts de paix, affirmant toutefois que la Russie devait clarifier les détails de cette décision du président américain. Bien sûr, les détails restent à connaître, mais si cela est vrai, alors c'est une décision qui peut réellement encourager le régime de Kiev à rejoindre le processus de paix. Nous voyons que certains pays européens disent qu'ils continueront à fournir une aide globale. Ils essaieront probablement de compenser d'une manière ou d'une autre le manque de munitions et de tout le reste, mais bien sûr, l'essentiel a été reçu des États-Unis et via les canaux américains. Par conséquent, nous allons attendre et voir. De son côté, le vice-président américain J.D. Vance s'est dit convaincu que Volodymyr Zelensky finirait par discuter de la paix avec la Russie, soulignant qu'accorder des intérêts économiques à Washington en Ukraine servirait de garantie de sécurité pour le pays. Bien sûr, la porte est ouverte tant que Zelensky est prêt à discuter sérieusement de la paix. Vous ne pouvez pas venir dans le bureau ovale ou n'importe où ailleurs et refuser de discuter des détails d'un accord de paix. Écoutez, cela ne va contenter personne. Les Russes vont devoir abandonner des choses. Les Ukrainiens vont devoir abandonner des choses. Vous ne pouvez pas venir dans le bureau ovale et dire « Donnez-nous des garanties de sécurité. Nous ne discuterons même pas avec vous de ce à quoi nous sommes prêts à renoncer. » Telle a été la position ukrainienne. Lorsque cette position changera, comme l'a dit le président Trump, lorsqu'ils seront prêts à parler de paix, je pense que le président Trump sera la première personne à décrocher le téléphone. Et je vous le disais en titre, la Commission européenne a dévoilé ce mardi un plan pour réarmer l'Europe qui ambitionne de mobiliser près de 800 milliards d'euros pour sa défense, dont 150 milliards de prêts et fournir une aide immédiate à l'Ukraine. Or whether Europe should shoulder more of its responsibility for its own security. L'Europe est prête à assumer ses responsabilités. Réarmer l'Europe pourrait mobiliser près de 800 milliards d'euros de dépenses de défense pour une Europe sûre et résiliente. Nous continuerons bien sûr à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires de l'OTAN. C'est un moment pour l'Europe et nous sommes prêts à passer à l'action. With speed and with the ambition that is needed. Par ailleurs, et concernant cette fois-ci les relations russo-américaines, Moscou a affirmé que toute normalisation avec Washington nécessiterait la levée des sanctions contre la Russie.
Je vous en parlais également en titre. Le président américain a mis fin hier aux espoirs d'un accord de dernière minute avec le Canada et le Mexique pour éviter des droits de douane. La date limite fixée par le président américain a été atteinte ce matin tout en signant un décret visant à augmenter encore les taxes sur les produits chinois entrant aux États-Unis, les portant à 20% contre 10% jusqu'ici. De son côté, le Canada a mis en place des droits de douane sur les produits américains en représailles à ceux annoncés par Donald Trump. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Justin Trudeau, estimant que rien ne justifiait de telles mesures. Pékin a aussi réagi, annonçant des contre-mesures pour protéger ses droits et intérêts, imposant des droits de douane supplémentaires pouvant atteindre 15% sur ses importations clés de produits agricoles américains. La Chine a déjà exprimé à plusieurs reprises son opposition à la persistance des États-Unis à utiliser la question du fentanyl comme prétexte pour augmenter encore les droits de douane sur les importations chinoises. Si les États-Unis veulent vraiment résoudre le problème, ils doivent engager des consultations avec la Chine sur la base de l'égalité, du respect mutuel et de la réciprocité pour répondre aux préoccupations de chacun. Cependant, si les États-Unis nourrissent des arrière-pensées et persistent à mener une guerre tarifaire, une guerre commerciale ou toute autre sorte de guerre, la Chine jouera le jeu jusqu'au bout. Nous exhortons les États-Unis à abandonner leur attitude d'intimidation et à revenir sur la bonne voie du dialogue et de la coopération dès que possible. Et enfin, les Syriens vivent leur premier ramadan depuis le départ de Bachar al-Assad. Ce mois sacré évoque cette année, pour beaucoup de Syriens, du renouveau, des défis, mais aussi de l'espoir. Maria Chouayer. Cela fait des années que la Syrie est plongée dans le chaos et la douleur. La nouvelle ère, marquée par le départ de Bachar al-Assad, a redonné espoir aux Syriens. Ils célèbrent cette année le Ramadan dans une atmosphère différente, chargée d'espoir et de résilience. Les marchés, les rues et les maisons témoignent d'une Syrie qui cherche à se reconstruire. À Al-Hasaka, une ville au nord-est du pays, les habitants font part d'une réalité différente de celle de l'année dernière. Les routes ouvertes, la reprise des déplacements et une ambiance plus joyeuse marquent cette année particulière du Ramadan. L'année dernière, notre situation n'était pas bonne à cause du prix élevé du dollar et des prix élevés des produits. Grâce à Dieu, cette année, la situation est meilleure après la chute du régime. Les gens n'allaient pas à Damas et dans les autres régions auparavant. Grâce à Dieu, les routes sont à nouveau ouvertes et les gens à Hasaka sont heureux. L'ambiance est bonne, c'est le Ramadan. À Alep, le contraste est frappant. Une ville, symbole de souffrance et épicentre du conflit syrien, semble reprendre vie. Les habitants y retrouvent une atmosphère plus vivante, bien loin des années de guerre. Maintenant, il y a du monde, on sent le Ramadan. Les gens bougent, le Ramadan est excellent et il y a une différence par rapport au Ramadan dernier. Les marchés sont bondés, les gens sont revenus, la vie a repris son cours normal. La situation n'est pas la même pour tous. Derrière les scènes de joie et de reconstruction, de nombreuses familles luttent encore pour survivre. Elles font face à des difficultés économiques qui compliquent leur quotidien, surtout pendant ce mois sacré. Les gens sont privés de beaucoup de choses, qu'il s'agisse de nourriture, de boissons ou de produits de première nécessité pour le Ramadan. Je suis désolé que de nombreuses familles n'arrivent plus à acheter du yaourt et du fromage et qu'elles sautent les plats traditionnels syriens pour le Ramadan car elles n'ont pas assez d'argent. La situation est très mauvaise. La chute de Bachar al-Assad n'a pas seulement changé le paysage politique du pays.
Elle a aussi ouvert la voie à un renouveau, à une Syrie qui rêve de paix, de prospérité et d'unité. Et si la chute d'El-Assad a marqué la fin d'une époque, ce Ramadan symbolise un futur à bâtir. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.